C'est en effet le 23 novembre 2017 que notre longue marche a débuté. Ce jour-là, nous nous sommes réunis au siège de l'Union nationale pour évoquer ensemble la question de la participation des partis de la coalition pour la Nouvelle République aux élections législatives alors prévues en avril 2018. Cette première séance avait vu la participation de 5 formations politiques: l'Union nationale, les démocrates, le Rassemblement Héritage et Modernité, l'Union et Solidarité et l'ADER. Dès l'entame de nos travaux, l'ADER avait dit ne pas souhaiter s'inscrire dans cette dynamique. Très rapidement, les principes directeurs de notre démarche furent arrêtés. Il fut ainsi décidé que la participation à nos travaux était réservée aux formations politiques membres de la coalition pour la Nouvelle République. Deuxième principe, pour participer à nos travaux, les partis devaient avoir décidé en leur sein de prendre part aux élections législatives. Troisième principe, les participants s'engageaient à prendre part à ces élections dans l'esprit du 16 août 2016, c'est-à-dire en rang serré, dans l'unité et la cohésion. Le dernier principe, les participants s'engageaient à tout mettre en œuvre pour préserver l'unité de la coalition pour la Nouvelle République. De ce fait, ils acceptaient de sensibiliser les populations sur le sens et la portée de notre option stratégique. Dans le même temps, ils affirmaient leur disposition d'esprit à accueillir tout autre parti politique membre de la CNR qui accepterait de nous rejoindre. Sur le fondement de ces principes, un comité de pilotage et 5 commissions techniques furent mises en place. Composé de 2 représentants par parti, le comité de pilotage était chargé d'assurer la coordination et le suivi des travaux. Les commissions techniques, elles, étaient respectivement chargées de réfléchir aux élections, à la politique générale, aux finances et à la logistique, aux modalités de désignation des candidats et à la stratégie de communication. Concernant les candidatures aux législatives, un premier travail a permis de situer les ambitions de chacun des partis sur l'ensemble du territoire, offrant ainsi l'occasion de nous faire une idée précise de la situation et du rapport de force sur le terrain. 3 types de sièges se dégagèrent alors. Les sièges sans chevauchement, c'est-à-dire ceux sur lesquels une candidature unique apparaissait d'emblée. Les sièges avec chevauchement, c'est-à-dire ceux où 2, 3, voire 4 partis pouvaient se retrouver en concurrence. Et les sièges sans prétention, c'est-à-dire ceux sur lesquels aucun parti n'avait de candidat. Dans un souci d'objectivité et de rationalité pour faciliter les discussions, nous avons arrêté les critères de sélection ci-après. Le premier critère était de donner une prime aux exécutifs des partis qui se porteraient candidats. Le deuxième était de donner une prime aux personnalités qui avaient démissionné de l'Assemblée nationale à la veille de la présidentielle d'août 2016 afin de fragiliser le pouvoir en place. Le troisième critère était de donner une prime aux titulaires de mandats électifs locaux. Nous avons aussi intégré la volonté de renouvellement et l'approche genre, la notoriété des personnalités et la prise en compte de l'éventualité des seconds tours. Militantes et militants, chers invités, comme vous le devinez, notre travail n'a pas été un long fleuve tranquille. Comme vous le savez, certains événements de la vie politique nationale ont eu des répercussions soit sur notre processus, soit sur son contenu. Premier événement, l'entrée au gouvernement Issoze Ngondé de l'Union et Solidarité, qui s'est d'emblée traduite par l'exclusion de ce parti de notre démarche. La décision du secrétaire général du Rassemblement Héritage et Modernité perturba aussi quelque peu nos travaux. Dois-je rappeler ici que jusque-là, ce dernier était une des chevilles ouvrières du comité de pilotage. Passé cette turbulence, 3 partis sont demeurés fidèles à l'objectif de départ: l'Union nationale, les démocrates et le Rassemblement Héritage et Modernité. Deuxième événement, la décision du parti Les démocrates de suspendre sa participation au processus engagé tout en restant ouvert aux alliances locales et de second tour. De 5 au départ, nous nous sommes retrouvés à 2.
RHM et Union nationale, et ce à compter du 1er juillet dernier. Troisième fait marquant, le jumelage des élections législatives au local. Si cette inédite décision visait à freiner notre processus ou à nous désorganiser, nous ne nous sommes pas laissés impressionner. Dans des délais très courts, nous avons dû constituer des listes communes. Nous étions donc 5 dans l'engagement de départ pour préparer les élections législatives. Nous avons fini à 2 pour préparer les législatives et les locales, et nous sommes parvenus au résultat suivant. Sur les législatives, sur les 143 sièges que compte le pays, nous avons pourvu 101 sièges, dont 83 candidatures uniques, 4 candidatures en ticket, c'est-à-dire RHM-UN ou UN-RHM. Pour les locales, nous avons pourvu 84 listes sur 122 possibles, 23 listes communes et 12 sièges où nous sommes en compétition stratégique. L'ensemble des séances en commission comme au comité de pilotage s'est déroulé dans un esprit convivial, sincère, courtois et ouvert. Si je vous disais que l'exercice était facile, je ne vous dirais pas la vérité. Les échanges, parfois vifs, voire heurtés, l'ont été non pas pour défendre une chapelle, mais pour soutenir des principes qu'on pensait bons pour atteindre notre objectif commun. Oui, je dois vous avouer que le retour au scrutin à 2 tours pour les législatives est une réalité avec laquelle nous avons dû composer. Sur certains sièges, nous avons fait le choix de lancer 2 candidats, un par parti, avec pour ambition de constituer une réserve de voix pour celui des nôtres qui irait au second tour. Sur ces sièges-là, il n'y aura pas d'équivoque. Le recalé du premier tour soutiendra sans réserve le candidat de notre coalition qui sera présent au second tour. Considérant que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage en vue d'exercer le pouvoir politique, considérant que le scrutin est le moyen constitutionnel de consulter le peuple souverain et solliciter son arbitrage, considérant que ce moyen d'accès aux charges publiques peut être préconisé de manière solitaire ou dans un cadre unitaire, considérant que la dynamique unitaire enclenchée dans le cadre de l'élection présidentielle du 27 août 2016 s'est soldée par la victoire éclatante et incontestable du président Jean Ping. Conscient que c'est dans l'unité et la cohésion que les victoires les plus éclatantes ont été préparées et obtenues. Les partis politiques, Rassemblement, Héritage et Modernité et Union nationale, si après désigner les signataires décident de prendre part aux élections législatives et locales selon les dispositions ci-après déterminées. Article 1. Les partis politiques appelés, les signataires, adhèrent au présent accord en vue de concourir ensemble à l'expression du suffrage universel afin de gagner ensemble, de dégager une majorité claire et de gouverner ensemble ainsi qu'il sera déterminé dans les dispositions subséquentes. Article 2. Les signataires conviennent de la désignation des candidats communs ou de listes communes, de candidature ou de listes uniques. Pour les élections législatives, ils peuvent, le cas échéant, autoriser l'expression de chaque candidat d'un parti signataire au premier tour avec l'obligation de ne soutenir que celui de ces candidats qui atteint le second tour par tous les autres signataires. Si 2 candidats des partis signataires se retrouvent au second tour, ils ont le soutien de tous et doivent mener une campagne digne et sans attaque personnelle. Dans tous les cas, l'option choisie est retenue d'un commun accord par les signataires et communiquée dans la circonscription qui en est l'objet. Article 3. Le candidat commun ou la liste commune est constituée de combattants de l'alternance et du changement, proposé par un signataire et désigné par l'ensemble des membres selon les modalités convenues. Une fois désignés,
Chaque candidat est investi par son parti. Il s'engage par écrit à proscrire avant et après son élection toute compromission avec le pouvoir en place pendant et après le processus électoral concerné. Le candidat commun, la liste commune ou unique bénéficie de la mutualisation des équipes et des moyens dégagés par les signataires dont ils assurent la représentation. Article 4. La campagne commune s'appuie sur le programme commun adopté par les signataires et qui sera appliqué en cas de victoire. Article 5. Les signataires s'engagent à observer la discipline du groupe et à coopérer pour la victoire commune. Ils doivent s'abstenir de tout comportement ou attitude susceptible de nuire à la cohésion et au succès du groupe. Ils s'engagent à mobiliser leurs militants et à mettre leur structure à la disposition du candidat. Article 6. Après l'élection, les signataires s'engagent à agir de manière solidaire et appliquer le projet commun. Ils conviennent, en cas de victoire et de constitution d'une majorité, des répartitions des charges et responsabilités au sein de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement, des bureaux des conseils municipaux et départementaux. Article 7. L'adhésion au présent accord peut être agréée à la demande de tout parti ou groupement politique membre de la coalition pour la Nouvelle République qui en accepte le contenu. Article 8. La demande d'adhésion citée à l'article 7 est soumise à l'examen et à l'approbation des signataires du présent accord, faite à Libreville le 8 septembre 2018 pour le Rassemblement Héritage et Modernité, le président Alexandre Barrault-Chambrier, pour l'Union nationale, le président Zachary Miboto. Je vous remercie. Permettez-moi à nouveau de saisir cette occasion pour souligner la nécessité pour nos partis respectifs de participer aux élections qui s'annoncent, considérant que s'abstenir serait se priver de la possibilité d'utiliser les espaces d'expression qu'offrent les assemblées parlementaires, communales et départementales pour dénoncer les travers du régime établi. S'abstenir serait aussi laisser le pouvoir continuer de manipuler à sa guise la Constitution et adopter, comme bon lui semble, des lois iniques qui entravent la démocratie et le progrès du Gabon. S'abstenir serait assister impuissant à la descente aux enfers des collectivités locales, dont la situation n'a cessé de se dégrader, malgré l'adoption en grande pompe, il y a plusieurs années, de la loi sur la décentralisation et l'annonce démagogique de la mise en place d'un fonds d'initiative locale dont on cherche en vain le moindre commencement. S'abstenir serait en un mot capituler en rase campagne devant un pouvoir aux abois, incapable d'offrir au peuple les services de base et de le conduire vers des lendemains meilleurs. S'abstenir serait enfin dérouler le tapis rouge et faire le lit à Ali Bongo et au PDG. Il doit être clair dans l'esprit de tous que notre participation à ces élections n'a rien à voir avec un quelconque adoubement prétendument implicite au pouvoir en place ou à notre entrée au gouvernement. Comme on le lit chez certains spécialistes des réseaux sociaux, certains sont de bonne foi et doutent de la pertinence de notre stratégie. Pour d'autres, je n'en dirai pas autant. Ceux dont la seule occupation est devenue l'injure, la diffamation, le mensonge, la calomnie. Certains sont complètement coupés de la réalité du terrain. C'est la raison pour laquelle je vous invite, chers militantes et militants, chers patriotes, à défendre nos idées
notre vision et à inonder la toile de notre argumentaire qui permettra de changer les choses au bénéfice des populations. Nous sommes dans l'opposition pour lutter en vue d'obtenir l'alternance et le changement auquel aspire profondément le peuple gabonais. Il s'agit d'une tâche exaltante que nous impose la situation politique, économique, juridique et sociale de notre pays. Situation à laquelle nous sommes tenus de proposer impérativement des solutions idoines et pérennes. Est-ce utile encore de rappeler que l'endettement du pays a fortement cru ces dernières années pour dépasser le seuil de 60% du produit intérieur brut et que le pays vit actuellement sous la supervision et sous perfusion du Fonds monétaire international, que plusieurs sociétés quittent le Gabon ou ferment et licencient à tour de bras, faute de véritable politique de relance, que la mauvaise gouvernance d'Ali Bongo et ses profito-situationnistes, experts dans les détournements massifs des dépenses festives, à effet nul sur la croissance et la création d'emplois, explique en grande partie la crise actuelle. Que les mesures d'austérité annoncées vont encore frapper les jeunes en les condamnant au chômage de longue durée, vont hypothéquer les situations des fonctionnaires et frapper aveuglément les retraités. Que la pauvreté, le chômage des jeunes s'amplifie et se propage dans toutes les couches sociales, que les salariés et les fonctionnaires endettés jusqu'au cou à cause de la vie chère. Hélas, mes chers amis, les fonctionnaires endettés jusqu'au cou à cause de la vie chère et qui ne perçoivent pas leur salaire en arrivent à se suicider, comme ce fut malheureusement le cas hier de Marius Pierre Funges, pour qui nous avons une pensée pieuse. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers amis, les discussions qui ont permis l'adoption de l'accord que nous venons de signer ont été longues et ardues. Elles ont néanmoins abouti grâce au dévouement de votre patriotisme que je voudrais saluer. Mais surtout, notre volonté commune d'aller en rang serré pour répondre aux attentes du peuple qui exige de l'opposition une voie convergente. D'ailleurs, dans les phases critiques de notre histoire politique, le peuple a toujours souhaité le rassemblement le plus large des forces démocratiques et patriotiques, ainsi qu'une dynamique unitaire sans faille. L'unité permet de conjuguer nos efforts, d'élargir nos rangs, de catalyser nos synergies, de montrer qu'en dépit de nos différences et de nos parcours respectifs, nous visons le même objectif, celui d'offrir à nos concitoyens une politique alternative crédible à celle actuellement menée, dont les limites ont été prouvées. L'opinion insiste souvent sur l'incapacité de l'opposition à s'unir, et le pouvoir fonde même en partie sa stratégie sur cette incapacité qu'il alimente et entretient. À la division, répondons par l'unité, car un premier démenti cinglant lui a été apporté lors de l'élection présidentielle d'août 2016, au cours de laquelle, déjouant tous ses plans funestes, l'opposition a su se rassembler grâce à des architectes comme le président Zachary Miboto autour d'une candidature unique, celle du président Jean Ping. Aujourd'hui encore, par l'accord que nous venons de signer, un nouveau démenti lui est infligé. Le moment mérite d'être souligné par l'histoire. En effet, jamais dans le passé, lors des élections législatives et locales, aucune coalition de partis politiques, de surcroît de l'opposition,
n'a réussi à présenter sur autant de sièges des candidatures uniques. Ce faisant, nous avons su démontrer notre capacité à placer les intérêts du peuple au-dessus de toute autre considération et à nous ranger à l'avant-garde de l'opposition patriotique. Pour les élections législatives à venir et sur la base de notre accord, le RHM et l'Union nationale présentent environ 90 candidats uniques, comme cela a été dit. Pour ce qui est des élections locales, le RHM a investi 58 listes, dont 20 listes communes, RHM, Union nationale. Ici également, les règles sont claires. Le RHM et l'un doivent se soutenir mutuellement pour parvenir au contrôle du plus grand nombre de conseils municipaux et départementaux. Cela étant, j'ai conscience que le plus dur reste à faire. Il ne suffit pas de parapher un accord pour que tout le monde en comprenne la portée. C'est pourquoi je voudrais m'adresser aux militants et coordinations du RHM qui n'auraient pas encore parfaitement compris l'intérêt de notre démarche. Je les appelle à respecter les engagements souscrits en leur nom par les responsables du parti. Le combat que nous menons peut comporter des sacrifices personnels, mais ce combat dépasse les individus. Il s'agit de l'avenir du Gabon et cela, les sacrifices personnels représentent peu de choses au vu de l'idéal que nous défendons et que nous devons incarner. En conséquence, je les invite à demeurer loyaux vis-à-vis de nos partenaires de l'Inde, à leur apporter un appui sincère. L'unité, la cohésion et la compréhension mutuelle devraient prévaloir dans le cadre des actions à engager. Si des difficultés apparaissent, elles devraient être traitées comme contradictions secondaires, en privilégiant le dialogue et le respect mutuel. Qui pourrait, mieux que l'opposition elle-même, devenue majoritairement élue, protéger les libertés individuelles et collectives et garantir la sécurité et la quiétude à nos compatriotes, aujourd'hui contraints aux affres et déchirements intimes de l'exil. Voilà une catégorie dont on parle peu, les nouveaux exilés, parce qu'ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Combien de temps allons-nous tolérer cela? Je vous demande de nous faire confiance. Nous devons nous faire mutuellement confiance. L'opposition a besoin de personnes de conviction forte et de constance indéfectible. Notre cible est de mettre un terme à ce régime honni incarné par Ali Bongo. Notre principal adversaire reste le pouvoir PDG et ses satellites. C'est vers eux que nous devons concentrer nos critiques. Nous devons les démasquer, mettre à nu leurs mensonges, dévoiler leurs échecs, étaler leur incompétence et déjouer leur plan de fraude massive. Ils ne peuvent se maintenir que par la fraude. Oui, chers amis, le pays ne peut plus attendre. Il a besoin d'un électrochoc. Pour ce faire, nous devrions dès à présent mener une campagne responsable, raisonnée et sans complexe, fondée sur la force de nos convictions et le poids de nos arguments. Nous bénéficions de la sympathie du peuple. Nous devons avancer résolument dans cette voie. Mesdames et messieurs, chers amis, nous n'avons plus une seconde à perdre. Mettons-nous en ordre de bataille et labourons sans relâche le terrain. Je ne doute pas que nous saurons transformer au soir des 6 et 27 octobre 2018 ce courant de sympathie en une victoire éclatante, car le peuple veut le changement, il veut l'alternance, il veut l'unité. Cet accord, à en juger par son contenu, est un véritable acte de foi dans le combat mené avec détermination
par nos deux partis, leurs dirigeants et leurs militantes et militants. Il est aussi la preuve évidente de leur patriotisme et de leur abnégation. Il fixe enfin la voie à suivre pour la conquête de l'Assemblée nationale par l'acquisition de la majorité absolue de ses membres. Oui, nous devons le savoir. Si nous avons fait cette démarche ensemble, c'est parce que nous voulons à l'Assemblée nationale avoir la majorité absolue, qui est de 72 députés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ceux-là qui veulent réellement le changement dans ce pays devront se rendre compte que RHM et Union nationale sont bien placés parce qu'ils ont réussi à dépasser les différents égos des uns et des autres pour se mettre ensemble, aller en candidature unique, aller en liste commune, ce qui n'est pas du tout chose facile. Donc, nous disons que ceci se fera grâce à vous, peuple gabonais. Et dans cet esprit-là, et au-delà des missions dévolues dans la Constitution à l'Assemblée nationale, mission que vous connaissez, à savoir voter la loi, consentir l'impôt et contrôler l'action du pouvoir exécutif, nos députés élus dans le cadre de la coalition pour la nouvelle République devront tout mettre en œuvre pour confirmer et entretenir notre soif inextinguible d'alternance. Ainsi, s'attacheront-ils par exemple, oui, c'est très important, ainsi s'attacheront-ils par exemple à rouvrir le cruel dossier des massacres des martyrs dans la nuit lugubre du 31 août 2016, objet Je reprends. Ainsi s'attacheront-ils, par exemple, à rouvrir le cruel dossier des massacres des martyrs dans la nuit lugubre du 31 août 2016, objet d'une enquête internationale indépendante demandée fortement par le Parlement européen dans sa résolution du 14 septembre 2017, mais rejetée et bloquée sans vergogne par le pouvoir putschiste en place. Il faudrait que nous sachions que si nous voulons que ce dossier-là ressurgisse, ce n'est que par le canal de nos parlementaires. Parce que non seulement ils siègent au Gabon, mais le Parlement gabonais a des relations avec d'autres parlements, et notamment ceux de l'Union européenne, dans le cadre des ACP. Et ça veut donc dire que nous, qui serons, nous j'entends par là nos députés, qui seront à l'Assemblée nationale et qui auront la majorité absolue, se battront pour que cette enquête internationale indépendante puisse effectivement avoir lieu. M'adressant particulièrement à ce peuple, notre cher peuple gabonais, je voudrais l'inviter à se mobiliser comme en 2016 pour aller voter massivement les candidats RHM et UN, candidats du combat de la coalition pour la nouvelle République. Votre choix à chacun, chers candidates et candidats,
c'est faire dans l'esprit du bon grain, dans l'esprit de l'amour pour le Gabon, de l'exemplarité de la militante ou du militant, dans l'esprit du renouvellement de l'élite politique et du courage à aller jusqu'au bout. Vous devez aller jusqu'au bout et c'est pour cela que je vous dis plein succès à toutes et à tous. Vive la coalition RHM Union nationale, vive la coalition pour la Nouvelle République et vive le Gabon. Je vous remercie.